30 minutes. Merci de votre accueil. Je ne sais pas si vous me voyez parce que moi je n'ai pas la vidéo. Bon, on me voit. On me voit. Bon, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis le docteur Jean-Marie Milliri. J'ai été médecin militaire effectivement pendant 30 ans. Voilà, et j'ai commencé à travailler en Afrique en 1987 au Tchad dans la lutte contre la maladie du sommeil. Alors là, on est dans une épidémie de coronavirus, SARS-CoV-2, très nouvelle, et je vais brièvement vous faire part de quelques réflexions et de quelques analyses à partir de données que je ne génère pas moi-même, mais que je suis dans le cadre de mon travail. Alors, actuellement, je suis en poste à Abidjan. Je travaille comme médecin épidémiologiste avec une équipe de réponse pour une société privée qui opère dans 3 pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali. Et effectivement, cette épidémie a des particularités africaines qui sont à la fois intéressantes à analyser pour un épidémiologiste, mais aussi qui sont complexes. L'épidémiologie est une science de l'analyse à partir de faits, à partir de chiffres, à partir aussi de comportements, d'environnement et d'analyse socio-culturelle. Et l'Afrique, malheureusement, nous permet de travailler sur l'épidémiologie de terrain à partir de cette épidémie. Alors, je travaille sur, juste pour faire une introduction, je suis désolé, je ne suis pas très au fait de Zoom. Je n'ai pas fait de diaporama, mais peut-être que j'aurai l'occasion de partager quelques écrans. Je vois qu'il y a une touche partager l'écran, donc vous ne m'en voudrez pas si parfois il y a quelques petits bugs dans les… Voilà. Donc je remercie d'ailleurs Corinne Liégeois de m'avoir invité à cette réunion vidéo. Alors, l'épidémie africaine de coronavirus, elle a démarré, vous le savez toutes et tous, de façon décalée par rapport à l'épidémie chinoise, par rapport à l'épidémie européenne, voilà. Ce qui a eu des effets quelque part, entre guillemets, bénéfiques, puisque comme je le dis régulièrement, si la France a attendu 52 jours pour mettre en place des mesures contraignantes de prévention pour limiter la diffusion du virus, les pays africains ont été très précoces, bénéficiant de la connaissance épidémiologique de ces pays du Nord. Et donc, la Côte d'Ivoire, qui a enregistré son premier cas le 11 mars, a attendu à peine 5 jours pour fermer les frontières, confiner le Grand Abidjan et mettre en place des mesures malheureusement contraignantes pour la société ivoirienne, mais quelque part, efficace sur la diffusion de l'épidémie dans le pays de la Côte d'Ivoire. Alors, récemment, le 20 mai, est sorti le rapport numéro 12. Je n'ai pas trouvé de rapport plus récent, mais c'est intéressant, le rapport de l'OMS. La région Afrique de l'OMS est une région qui ne reprend pas tout le continent africain, mais qui montre quand même une bonne vision de ce qu'est l'épidémiologie africaine dans sa diversité. Alors la première chose, et vous l'avez certainement aussi lu dans la presse, il y a eu des articles que j'ai sous les yeux là dans Le Monde, dans Libération, Libération du 7 mai, voilà, pourquoi l'Afrique résiste. Voilà, donc il y a beaucoup de facteurs, donc, comme je les évoquais, qui peuvent expliquer cette limitation. On est dans le rapport de l'OMS sur la région Afrique, sur tout le continent. À l'époque, on était à moins de 100 000 cas cumulés, qui, compte tenu de la population générale africaine, est très faible, et on était à moins de 2000 morts. Malheureusement, c'est déjà trop, vous me direz, mais voilà. Et sur la région Afrique, qui comprend un certain nombre de pays, on était à 65 000 cas. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir le décalage dans l'augmentation des cas et la différence des épidémies. Alors, je vais prendre des exemples que je connais bien, puisque maintenant je les suis depuis le 14 mars. C'est la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali. Alors, la Côte d'Ivoire, pour commencer par elle, on a dépassé les 3000 cas.
on a 33 décès, ce qui est un taux de létalité de 1,1%. Et c'est aussi une des spécificités de l'épidémie Covid-19 en Afrique, même si on a malheureusement des taux de létalité plus élevés dans d'autres pays, on a quand même une létalité relativement faible par rapport à ce qu'ont connu l'Italie, la France, l'Espagne, pour ne citer qu'elles. Et donc, c'est une caractéristique que beaucoup expliquent par la jeunesse de la population africaine. L'âge médian des populations en Côte d'Ivoire sur la population, donc 50% à plus et moins, c'est 19 ans. En France, je crois que c'est 50 ans, donc vous voyez que c'est quand même une grosse différence. Et donc, ça peut expliquer aussi cette faiblesse de la létalité et on s'en félicite. Alors, sur la Côte d'Ivoire, on a une spécificité, c'est que 96% de ces 3000 cas cumulés se situent dans la capitale ivoirienne. La capitale ivoirienne a été confinée, c'est-à-dire qu'on a fermé les frontières avec des contrôles très coercitifs et de contrôle policier pour sortir des autorisations. Voilà. Donc, du coup, la majeure partie de la population, enfin, la population est confinée, on va dire, dans le Grand Abidjan, et donc il n'y a pas eu de cas depuis 20 avril, 25 avril, de cas en province. Alors, les mesures de confinement sont encore en vigueur. Le dernier Conseil national de sécurité a confirmé la fermeture des frontières, la fermeture du Grand Abidjan, même s'il y a eu quelques assouplissements comme la réouverture des écoles, comme par exemple l'ouverture, la limitation du couvre-feu qui avait été initialement imposée, et c'était très prenant, de 21h à 5h du matin. Là maintenant, il est de 23h à 4h, voilà. Mais encore, même si les bars ont ouvert, on a interdiction de sortir au-delà de 23h à Abidjan. Donc, on est maintenant à un équilibre sur la Côte d'Ivoire. On a sur ces 3000 cas cumulés 1500 cas actifs, et c'est très intéressant de voir, et je pense que c'est un indicateur en épidémiologie tel que cette épidémie, de voir le nombre de cas actifs. Quand il n'y a plus de cas actifs, normalement, il n'y a plus d'épidémie. Mais c'est le différentiel, et là, en ce moment, on a 1500 cas actifs sur les 3000 cas cumulés. Donc, comme on a eu 33 décès, ça va à peu près pareil, 1500 guéris, qui fait un taux de guérison de 52%. Et l'âge moyen est, comme dans les deux autres pays, le Burkina Faso et le Mali, d'environ 45 ans, 43, 45 ans d'âge moyen sur ces cas. Donc, ça, c'est une première caractéristique épidémiologique. La jeunesse de la population expliquant probablement la faiblesse de la létalité, et sur la Côte d'Ivoire, une concentration urbaine dans le Grand Abidjan liée au confinement et aux mesures précoces. Voilà. Il n'y a pas eu de pic comme on l'a vu dans les autres pays. Il y a même si en ce moment en Côte d'Ivoire on a une augmentation du nombre de cas, c'est beaucoup lié à la capacité qui a été augmentée de tester les PCR. La Côte d'Ivoire a ouvert des centres de dépistage urbains, et on peut d'abord s'y faire dépister. Donc maintenant, on est à peu près alors c'est suffisant peut-être, mais après, il faut voir les capacités locales. Il y a l'Institut Pasteur qui le fait. Il y a maintenant un nouveau centre, deux autres centres urbains à Abidjan, et le centre de Bouaké à l'IRD qui est capable de faire des PCR. Jusqu'à présent, il fallait que les patients ou suspects qui étaient prélevés en province, on achemine leur prélèvement sur l'Institut Pasteur. On a eu au début beaucoup de retard, de décalage. J'ai eu personnellement un cas suspect qui a attendu 7 jours pour avoir son diagnostic. Donc, c'est un peu difficile. Pendant 7 jours, bien sûr, les mesures d'isolement sont appliquées. Les pays ont mis en place même des réquisitions dans certains centres, où on en construit d'autres, et pour isoler les patients malades ou suspects en attente de confirmation diagnostique biologique. Voilà. Donc, voilà la Côte d'Ivoire. Je passe sur les mesures barrières qui ont été bien sûr au début très suivies. On note un relâchement, même si le gouvernement a obligé le masque, l'obligation du masque dans l'espace public. On reconnaît qu'il y a un relâchement. Enfin, personnellement, je l'ai vu, puisqu'au début, le gouvernement prônait un autoconfinement volontaire. On n'avait pas de confinement
comme en France, on va dire, mais un autoconfinement volontaire qui s'est beaucoup relâché ces 15 derniers jours, puisque comme je l'ai dit par ailleurs, les bouchons sont revenus sur les boulevards François Mitterrand et Cibourg de France, pour ceux qui connaissent Abidjan. Et voilà, donc ça montre aussi qu'il y a une sorte de... Alors, ce n'est pas du laisser-aller, si vous voulez. Cette épidémie, elle a une particularité en Afrique, c'est qu'on ne voit ni les malades ni les morts. Et donc, finalement, on peut comprendre la population qui se dit, mais on nous donne des contraintes et finalement, est-ce que c'est grave? On peut en discuter avec des sociologues et des anthropologues, mais c'est quand même une chose importante. Alors après, il y a l'épidémie du Burkina Faso, qui a une particularité, c'est que, et je travaille avec Dr Jean-Paul Conan sur des modélisations et des projections, en tout cas des analyses des cours épidémiques avec différents indicateurs, et on se demande si au Burkina Faso, l'épidémie n'a pas démarré, alors peut-être plutôt de façon insidieuse, on ne sait pas, en tout cas, on est plutôt en train de réduire et de voir disparaître le nombre de cas, et peut-être que le pic, entre guillemets, était plutôt vers le mois d'avril, milieu du mois d'avril. En tout cas, au Burkina Faso, nous avons 3 régions qui sont encore actives sur 9 et 8 districts sur 22. Et nous sommes à 884 cas. Mais vous voyez, les 4 derniers jours, on a eu 0 décès, 1 cas, enfin c'est très faible. Et c'est donc une épidémie qui est en train on va dire, je l'espère, de s'éteindre. On n'a plus que 78 cas actifs au Burkina Faso, ce qui est très faible. L'âge moyen est à peu près pareil, c'est environ 34 ans. Mais des mesures au Burkina persistent. Hein. Il y avait eu, bien sûr, on a toujours la fermeture des frontières, hein, qui est quand même contraignante, alors pas pour les matériels, pour le fret et les équipements, mais pour les personnes, c'est un peu difficile. Et donc, c'est quand même quelque chose de contraignant. Voilà. Mais une chose aussi, c'est en lien toujours avec la létalité, je suis en lien avec des médecins sur place, c'est les hôpitaux, les services de réanimation n'ont pas de malades. Dire, pour revenir en Côte d'Ivoire, il y a eu le centre de Covid à Yopougon qui a été ouvert avec 160 lits et 16 lits de réa. Ces lits sont vides. Enfin, il y a les lits de Covid, il y en a quelques-uns qui sont remplis, mais en réa, il y a quasiment personne. Enfin bon, du coup, les gouvernements, avec l'aide de partenaires, se sont équipés. Au début de l'épidémie, on s'attendait à ce qu'on avait entendu certainement cette expression, un tsunami épidémique, qui n'est pas arrivé, tant mieux. Même si, alors je parle d'Afrique de l'Ouest. Après, des pays sont plus impactés, hein, sur l'Afrique du Sud. Là, le 19 mai, il y avait 17 000 cas. L'Algérie est très impactée au point de vue mortalité. Ils ont dépassé les 600 décès. Voilà. Mais en Afrique de l'Ouest, c'est plus tempéré. Alors après, il y a le Mali. Alors le Mali, c'est une particularité, c'est que c'est pas une épidémie. Alors oui, pour revenir au Burkina, excusez-moi, Burkina, c'est vraiment Ouagadougou et Bobo Dioulasso, les deux pôles, un peu comme les Abidjan pour la Côte d'Ivoire. Ces villes ont été confinées. Elles viennent d'être déconfinées il y a maintenant un peu plus d'un mois, non, un peu moins d'un mois, je crois que c'était le 6 mai, oui, ça fait un mois. Donc on a autorisé les populations habitant ces grands centres urbains à rejoindre les provinces. Voilà. Donc jusqu'à présent, les clusters étaient urbains, Ouaga et Bobo. Alors le Mali, c'est différent. Le Mali, le gouvernement n'a pas mis de mesures contraignantes. Ils ont fermé les frontières, mais il n'y a pas d'interdiction de circuler entre les villes. Et donc, on a une sorte d'épidémie à multicluster, avec beaucoup de comment dire, de cas dans le nord, à Tombouctou, et notamment, vous le savez, que le Mali est sous menace terroriste et qu'il y a beaucoup d'interventions, la MINUSMA, les forces Barkhane, les forces internationales. Et on a eu un certain nombre de cas dans ces forces, et à Tombouctou dans la population. On a 9 régions sur 11 qui sont touchées et 32 districts sur 75 qui sont encore actifs. Alors, on est à 1350 cas et l'âge moyen, pareil, des cas est de 45 ans et on a eu 78 décès. On a une létalité un peu plus importante. On a une létalité qui est à peu près 5-6%, qui est plus importante.
Bon, alors vous le savez aussi peut-être, alors ça dépasse le côté épidémiologique, mais c'est aussi important de le savoir, c'est que les gouvernements de ces trois pays, le Sénégal aussi pour pas le citer, je crois le Bénin aussi, ont intégré dans la prise en charge thérapeutique, entre autres, hein, pas que ça, mais ont mis en place le protocole marseillais du professeur Raoult, qui est utilisé dans ces pays pour traiter les patients qui sont atteints du Covid. Je sais que ça a fait l'objet de beaucoup de discussions récemment suite à un article du Lancet, le démenti. Voilà. Mais c'était juste pour vous dire que ces pays d'Afrique de l'Ouest ont pris en compte, au point de vue épidémiologique, le risque important. C'est une épidémie nouvelle, donc on a aussi des difficultés à connaître ce qu'on n'a jamais vu. Il y a eu une prise en compte d'une assurance sur ce qui pouvait arriver. Et bon, si ça n'arrive pas, tant mieux. Et si ça arrive, on est préparé. Alors, un des participants me demande si j'ai des données sur l'Afrique centrale. Oui, bien sûr, des données sur l'Afrique centrale. Alors, sur l'Afrique centrale, eh bien, on a des données qui sont sinon inquiétantes, en tout cas, qui montrent que quand même, on a des gros soucis. Hein, au Cameroun, notamment. Au Cameroun, c'était quoi? On roule beaucoup de cas, des difficultés aussi. Alors, ce qui est difficile sur l'épidémie, c'est sa particularité. Bon, vous le savez, hein, je suis un peu gêné de parler peut-être devant des professionnels de choses peut-être simples et évidentes, mais c'est une épidémie où vous avez 30% d'asymptomatiques. Donc, c'est une épidémie dans laquelle vous allez avoir des cas qui ne vont pas développer la maladie, mais qui vont diffuser, qui vont être infectés, qui vont pouvoir malheureusement continuer à entraîner la propagation du virus. Et donc, c'est ce qui est un peu embêtant. C'est pour ça que un certain nombre d'outils à disposition apparaissent. Alors, personnellement, pour la société dans laquelle je travaille, on a mis en place des tests sérologiques. Alors, vous avez peut-être lu, là, je vous invite à la lire, trouver ça sur le site de la Haute Autorité de Santé française, la dernière recommandation du 14 mai sur l'utilisation des tests sérologiques, bien sûr, dans ce qu'on appelle des enquêtes de prévalence, mais aussi comme un outil qui peut permettre d'aider au diagnostic, notamment sur des cas qui seraient PCR négatifs. Récemment, on a eu des cas PCR négatifs avec des signes suspects très marqués, alors mais surtout, alors curieusement, des agueusies, des anosmies, des courbatures. La personne est prélevée et puis on s'aperçoit que elle est PCR négative. On attend quelques jours, on lui fait un test sérologique et on s'aperçoit qu'elle a développé des IgM et qu'elle est déjà en train de positiver des IgG. Et si on recommence une semaine après, on s'aperçoit que les IgM ont baissé, sinon disparu, et que on a des IgG qui apparaissent. Donc, ces outils me semblent intéressants à utiliser en épidémiologie, au-delà des enquêtes séroprévalentes, sur des cohortes d'employés. Par exemple, dans ma société, on a 5000 employés. Donc, en faisant des tests systématiques, par exemple, tous les 40 jours, on peut mesurer à la fois la photographie séroprévalente de la société et mesurer l'incidence, c'est-à-dire la survenue des nouveaux cas pendant la période. Alors, c'est à la fois intéressant pour la connaissance de l'épidémie, mais c'est aussi intéressant pour les employés ceux qui ont été infectés. On n'a pas beaucoup de recul. Hein. Vous le savez, c'est une épidémie récente, chinoise, fin d'année. Donc, les gens qui vous disent « je connais le coronavirus », c'est des spécialistes récents. Hein. Et notamment, j'en parle sur la persistance de l'immunité. On a d'autres exemples de coronavirus sur lesquels on connaît une immunité persistante pendant 2-3 ans, mais en tout cas 2 ans. Celle du SARS-CoV-2, on ne la connaît pas puisqu'elle est récente. Mais c'est intéressant aussi, à l'heure actuelle, nos connaissances, de dire aux gens, vous avez été contaminé, vous avez été infecté,
En l'état actuel des connaissances, vous ne devriez ne pas être réinfecté. Il y a eu quelques cas, je crois, publiés sur des réinfections, probablement dues à des faiblesses de l'immunité générale chez les patients qui se recontaminent. Mais sinon, la personne ne peut pas se contaminer, elle ne peut donc pas transmettre une nouvelle fois. Et on peut dire que, entre guillemets, il y a une sorte d'immunité protectrice intéressante. Donc, ça va rassurer aussi les individus, voilà. Et pas pour autant relâcher les gestes barrières, hein, parce que je pense que c'est un exemple aussi. Dans la rue, quand on voit des gens avec des masques, on a cette pression incitative de suivi des règles de prévention en se disant « oh là là, mais j'ai pas mon masque, voilà, la distance, tout ça ». Donc voilà pendant que je parle, j'essaye de retrouver les données, comme c'est pas de l'Afrique centrale, sur mes tableurs, mais voilà. Mais en tout cas, en Afrique centrale, oui. Alors en Afrique centrale, puisqu'on me posait la question, le Cameroun, oui. La Centrafrique, le Cameroun, on a combien le Cameroun? On était Cameroun, oui, oui, ça, le Cameroun a flambé. C'est le pays d'Afrique centrale où fin mai, on était déjà à 3500, on a eu 4000 cas, 140 décès. Et surtout, il y a une chose importante à noter, on n'en parle pas assez dans les sites web. C'est apparu assez tardivement dans les points de situation des pays. Alors, il y avait une sorte peut-être de volonté de ne pas inquiéter, c'est l'atteinte des personnels de santé. Voilà. Les personnels de santé qui sont atteints, quand même, ils sont normaux, ils sont en première loge. En Côte d'Ivoire, dans les dernières données qui sont sorties le 3 juin, on a dépassé en termes de personnel de santé 130, c'est ça, voilà. On a 130 personnels de santé qui ont été touchés, dont 57 médecins. Sur le Cameroun, vous voyez, le 20 mai, on était à 130 personnels de santé touchés, ce qui est assez logique. Hein, les personnels sont aux premières loges, on va dire au front de cette maladie, au contact. Alors maintenant, on connaît bien les mesures de protection. Les pays se sont bien sûr bien équipés. Des EPI, des masques faciaux, des gants, enfin tout ce qu'il fait pour éviter d'être contaminé par le virus. Voilà. Donc ça c'est très important à savoir. Alors encore une fois, c'est une épidémie peut-être qui va durer certainement en Afrique plus longtemps qu'elle enfin, je veux dire qu'à la différence des pays européens, où là, par exemple, en France, on décore les hôpitaux de ville, là, si vous voulez, ça on va peut-être rentrer dans une sorte d'endémisation, je n'oserais pas dire, mais en tout cas de durée où on n'aura pas un pic très net qui va apparaître, mais on va avoir des cas qui vont durer, qui vont réapparaître, donc il faudra apprendre à vivre avec, en sachant que comme malheureusement, cela a été le cas pour l'épidémie d'Ebola et l'expérience Ebola en Afrique de l'Ouest a certainement préparé les gouvernements, les professionnels de santé à mieux résister à l'épidémie. C'est aussi, alors c'est malheureux de dire ça, c'est aussi une opportunité pour renforcer le système de santé puisque ça avait été le cas pour Ebola sur la formation avec le CDC du Nigeria, de l'Union africaine et puis du matériel qui arrive qui n'était pas forcément en place avant l'épidémie. Donc voilà ce que l'on peut tirer comme conclusion de cette épidémie. Une épidémie multifacette, très différente peut-être dans les zones africaines. Je vous ai dit, l'Afrique du Sud, on est à plus de 20 000 cas maintenant. L'Algérie, on est à 8 000 cas, le Nigeria aussi, et puis des pays sur lesquels la différence démographique aussi en densité et les mesures précoces qui ont été prises peuvent expliquer cette tempérance de l'impact épidémique qui, en termes de morbimortalité est moins importante, je pense maintenant, que les conséquences socio-économiques qu'elle va entraîner pour les populations. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long et que j'ai tenu le temps qui m'était imparti.